Si j'étais un joueur de hockey dans une équipe, puis qu'à chaque fois qu'il y a une signature de contrat, je voyais sur les réseaux sociaux les amateurs dire que le directeur général est un génie de m'avoir mis sous contrat à ce prix-là, je me poserais des questions sur le travail de mon agent. Il y a une raison pourquoi les joueurs ne sont pas mêlés aux discussions habituellement. C'est pour enlever l'inexpérience et l'émotivité de l'équation, pour laisser les gens qui sont expérimentés. Et au bout du compte, ça donne quoi d'embaucher des agents pour te conseiller, pour défendre tes intérêts si tu les court-circuites à la fin de la négociation puis tu signes un contrat qui est plus désavantageux pour toi? Court-circuiter, ça dépend. Il faut que l'agent prenne en compte ce que veut le joueur aussi, là. Oui. Si le joueur dit « Moi, je veux une entente de 8 ans », oui, l'agent, il peut essayer de le convaincre d'autres choses, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas. C'est le joueur qui décide, mais c'est ça. Ce que tu viens d'expliquer, c'est que les agents préféraient une entente plus courte, ce qui a énormément de bon sens, parce que quand tu négocies ton deuxième gros contrat, il faut que tu sois le plus jeune possible. Quand tu as 30 ans, veux pas, ça affecte les derniers. Tu vas signer un contrat à long terme, à ton deuxième gros contrat, ça va affecter la valeur des dernières années parce que tu vas être sur ton déclin et tout ça. Si on prend l'exemple, par exemple, de Luke Hughes, Lucky Luke. Au New Jersey, Hughes, il a signé pour 7 ans. 9 millions par saison, par 7 ans. Il va arriver une année plus jeune. Il a vendu une année de moins d'autonomie. Pour plus cher. Pour un petit peu plus cher. Et donc, cette année-là supplémentaire, lui, il va peut-être toucher là où va être rendu le plafond salarial dans 7 ans. Il va peut-être être à 150 millions de dollars. Là, il va peut-être gagner 15 millions par saison, mais c'est 7 millions de dollars de plus. Il faut... Les joueurs de hockey, ils sont là, ils donnent tout leur cœur, ils veulent gagner des matchs de hockey, puis tout ça, puis les préoccupations, quand tu viens d'une famille modeste et tout ça, tu te fais offrir plusieurs dizaines de millions de dollars, c'est considérable, mais il faut, le job de l'agent, c'est de dire non, écoute, le marché, voici ce qui se passe, voici comment on fait les calculs et tout ça, puis on va prendre notre temps. Et si le joueur dit à son agent, écoute, moi c'est comme ça que ça va se passer. J'en veux pas d'argent. Je veux pas. Je suis prêt à faire ce sacrifice-là. Ben, c'est ça. Et il y a toutes sortes de considérations aussi. Tu sais, quand tu es un jeune joueur émergent, très talentueux, et que tu signes sous ta valeur, ça affecte tous ceux qui sont derrière toi dans l'échelle salariale, qui sont moins talentueux, qui ont à négocier des contrats. Parce que on parle d'un gars qui a gagné le trophée Calder. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des comparaisons au cours des dernières semaines avec ce que Luke Hughes avait signé au New Jersey puis ce que Jackson Lacombe a signé à Anaheim. Mais Lacombe, c'est une situation différente, il est plus vieux et tout ça. Puis il avait le droit à l'arbitrage, c'était pas exactement si on compare avec les autres défenseurs qui ont gagné des trophées Calder au cours des dernières années, il a signé nettement en bas du marché. Là, puis... Alors, écoute, moi, je dis, si j'étais un joueur de hockey dans une équipe, puis qu'à chaque fois qu'il y a une signature de contrat, je voyais sur les réseaux sociaux les amateurs dire que le directeur général est un génie de m'avoir mis sous contrat à ce prix-là, je me poserais des questions sur le travail de mon agent. Oui. C'est tout un génie. Là. La négociation, c'est l'art du compromis, mais là, à chaque fois que Kent Hughes signe un contrat, les gens disent « Bon sang, c'est un génie, c'est incroyable. » C'est un magicien. Les joueurs font des sacrifices incroyables pour jouer à Montréal. Alors, écoute, et c'est drôle, puis là, ça, c'est chez le Canadien. On a vu cet été ça se passer en Floride, où il y a beaucoup de joueurs qui ont donné des rabais. Mais là, c'est un contexte différent. Équipe plus vieille, des gars qui ont gagné 2 Coupes Stanley, qui ont été 3 fois en finale, puis qui disent on veut que ça continue. Mais le contexte est différent. Ils regagneront peut-être jamais la Coupe Stanley. Là. Mais, ils sont moins taxés aussi, là. Puis, mais non, mais ça a un impact. Ben oui, on ne va pas faire semblant. Ça a un gros impact, mais même compte tenu de la taxation, mais tu as raison, ça affecte beaucoup la valeur des contrats qui sont signés en Floride et à Tampa, etc. Connor McDavid, oui. Et moi, si je regarde ça dans son ensemble, ça va peut-être être ma chronique demain. Je pense que ça dénote un manque de leadership au sein de l'association des joueurs. Là. Habituellement, le directeur exécutif de l'association des joueurs est supposé de dire
réunir les agents puis dire là, les rabais puis tout ça, là, ça fera. Puis si on fait une situation, on pousse ça à l'absurde, si les joueurs des 32 équipes se mettent à donner des rabais à leur équipe, il y en a juste une qui va gagner à la fin quand même. Là. Fait que, habituellement, un leadership fort, s'il y a un contrat qu'un joueur signe en dessous de sa valeur, le directeur de l'exécutif prend le téléphone puis il paye aux joueurs une volée de bois vert à l'agent qui a signé ça pour le traiter de sans dessin parce qu'il nuit à tout le monde. Et ça fait en sorte que tout le monde joue selon sa valeur réelle puis qu'il n'y a pas de... Il n'y a personne qui essaie de court-circuiter. Dans ce cas-ci, là, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas l'agent. Là. L'agent a essayé. Exact. Il peut bien donner de la chenoute à l'agent qui décide, à Ryan Barnes. Leur pouvoir se bute ou se heurte à la volonté du joueur à un certain point. Oui, c'est ça. Puis il y a des joueurs... Tu sais, j'ai publié l'année dernière la biographie de Gilles Lupien. Lui, il s'est déjà séparé de clients qui étaient des joueurs étoiles dans la Ligue nationale parce que les gars voulaient négocier en dessous de leur valeur réelle. Puis ils disaient, tu vas nuire... Tu nuis à toute la profession. Tu vas nuire, c'est ça. Mais là, ce cas-là est extrême, là, celui de Martin Brodeur. Oui, mais tu sais, ça ressemble à ce qui se passe chez le Canadien. Là. On va faire attention à l'organisation. Tant que ça, en dessous de sa valeur, Lane Hutson? Ben oui. Beaucoup. Là. Ben, je veux dire, si Lokios est à 9, beaucoup. Ouais. Ça, au moins ça aurait été quoi? Qu'est-ce qu'il y a en bas de 9 millions? C'est étonnant. Là. Oui. C'est étonnant. Non, je suis d'accord, il était à 8,85. Mais mettons qu'on dit, OK, il valait peut-être 9,5. Il y avait des statistiques. 9,5 fois 8. Oui, c'est 4 millions de plus. Là, 4, un petit peu plus, entre 4 et 6 millions. C'est de l'argent, 4 millions. Et ça nuit, ça nuit aux gars qui arrivent en arrière puis qui a eu des statistiques un petit peu moins bonnes ou comparables. Puis, oui et non, parce qu'en même temps, oui et non, parce que toutes les situations sont différentes. Puis là, je pense que les agents doivent négocier de cette façon-là maintenant en disant... Parce que sinon, tout le monde pourrait arriver et dire là, Connor McDavid a signé à 12,5. Donc toi... Tu vaux pas 10. Tu vaux pas 10. Rien. Malheureusement, tu vaux pas 10. Mais là, l'autre, il va dire Kirill Kaprizov, lui, il a signé à 17. Il signe presque 5 millions de plus. Mais sa job à McDavid, c'est de tirer les autres vers le haut. C'est pas de dire, moi, je continue à jouer à 12 millions et demi. Là. Ben, sa job, c'est de tirer les autres vers le haut. Sa job, c'est de faire gagner son équipe. Ce qu'il veut, lui, c'est gagner la Coupe Stanley, je pense. Mais c'est ça. Et là on tombe dans cette... Dans cette logique-là de dire, si tu veux gagner, moi, c'est ça qui mais Martin, c'est le plafond salarial, le problème. Martin, c'est vrai. Si tu veux gagner, tu vas couper sur ton salaire. C'est vrai. Je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Malheureusement... C'est le problème là-dedans, c'est le plafond salarial aussi restrictif. Parce que quand tu as un plafond salarial qui ne bouge pas d'aucune manière... Il n'y a aucune possibilité d'allègement. Même les bonis que tu payes à tes joueurs de 35 ans et plus ou à tes recrues, si tu dépasses le plafond, ils sont reportés à l'année prochaine. Donc, tu n'as aucune forme d'allègement dans ce contexte-là. C'est vrai que tous les dollars que tu prends, c'est des dollars que tu ne peux pas donner aux autres. Puis généralement, ça forme des équipes moins compétitives. Et ne les as-tu pas cités dans ton texte? Les Maple Leafs de Toronto, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Ils étaient tout à fait dans leur droit. Là. Moi, je ne crierai jamais un joueur d'aller chercher le plus d'argent possible, mais après ça, ils n'ont pas réussi à bâtir une équipe championne. Parce qu'il y en a une limite. Mais McDavid, à son premier contrat, McDavid n'avait pas pris un rabais. Là. Non. Il sortait de son contrat de recrue. Il a signé à 12,5. C'était plus élevé que tout le monde à l'époque. Il vient de faire ces 8 années-là. Puis il a été 2 fois en finale de la Coupe Stanley. Exact. Mais... Bon. Il ne l'a pas gagné, par contre.